De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Bonjour Strasbourg, bienvenue à nos auditeurs et à nos auditrices. C'est l'heure de notre émission de Strasbourg et d'ailleurs. Vous êtes bien sur RBS 91.9. Pour m'accompagner aujourd'hui au micro et à la technique, Eric. Bonjour Eric. Bonjour Déborah, bonjour Strasbourg, le monde et tout l'univers. Alors, avant de poser la question traditionnelle de quoi allons-nous parler aujourd'hui, je crois que nous avons des invités en studio, David et Hélène, qui avaient un message à nous transmettre. Voilà, donc... David Koupina, que tout le monde connaît d'ailleurs, qui était déjà là. C'est vrai que je deviens un habitué de vos émissions. Bonjour Eric, bonjour Déborah, bonjour à tous nos auditeurs, à toutes nos auditrices. On voudrait vous parler du Loving Day. Ça aura lieu mercredi, c'est le 12 juin, c'est la journée des amoureux et en particulier des amours métis. Pour les couples binationaux. Ça aura lieu de 18h30 à 23h30 au Grincheux. Tout le monde, je crois, connaît le Grincheux, c'est 27 rue du Vieux Marché au vin, pardon. Et j'ai besoin d'entraînement sur cette adresse. Alors en alsacien, c'est Altwin-Merik. Le Altwin-Merik. Genau. Et ça commencera par un spectacle de marionnettes à 18h30. Alors peut-être que Hélène veut ajouter un petit mot sur ce spectacle. Bonjour Hélène. À tous et à tous. Donc, ce n'est pas pour contredire ou contrarier mon ami David. À 18h30, nous serons au Grincheux, donc 27 rue du Vieux Marché au vin. En alsacien, je ne sais pas. C'est Altwin-Merik. Altwin-Merik. Et il y aura à 18h30 un accueil. Donc, dans le cadre de notre journée anniversaire pour monsieur et madame Loving, un couple binational qui aux États-Unis ont réussi 20 ans après leur mariage. Madame était noire, monsieur était blanc. Ils ont vécu pendant 20 ans hors la loi et donc je ne sais plus. En 1967, la Cour suprême leur a donné raison, a validé leur mariage. Il faut savoir qu'à l'époque, dans 23 États américains, le mariage interracial était interdit. 20h30, pardon. Un spectacle de marionnettes de la compagnie Sans Visage qui vous montreront ce que veut dire se marier avec un étranger ou une étrangère veut dire à l'époque et encore aujourd'hui. Et ensuite, vous aurez une animation musicale acoustique et reggae avec Lamine Gay, Mba Hyssen et Brandon Carey. Nous avons quelques ateliers et nous sommes le mouvement des amoureux au banc AUBAN public. Nous militons pour et nous soutenons les couples binationaux dans leur démarche administrative, juridique et psychologiquement. Grâce à la CIMAD, 2 rue Brûlée qui nous accueille tous les premiers lundis du mois. Voilà. Merci beaucoup Hélène, merci David. Du coup, soyez nombreux pour participer à cet événement. Soyez nombreux et nombreuses, bien sûr. Aujourd'hui, nous allons parler d'une association qui a ses racines dans les luttes populaires aux États-Unis. Une association qui a des ramifications partout dans le monde et sa déclinaison française, c'est le Mouvement français pour la planification familiale. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, nous avons dans notre studio d'ailleurs, mesdames Claire et Jessica. Alors, avant d'entrer voilà. Alors, merci à David et à Hélène d'être venus nous en parler. Si vous voulez, vous pouvez rester avec nous pour continuer l'émission avec Claire et Jessica. Voilà. Et du coup, on va pouvoir faire une petite pause musicale. Oui, d'accord. On peut commencer par une pause musicale. Allez, qu'est-ce que je peux vous proposer comme pause musicale ? Tiens,
Comme je sais que le mouvement du planning familial, c'est un mouvement qui est plutôt féministe, je vous proposais d'écouter une chanson d'Hugo Frey qui remet un peu un certain nombre de choses en perspective. Alors c'est une très vieille chanson de quand il était encore jeune homme, parce qu'il est plus tout à fait jeune homme, qu'il avait chanté, qui est pas tellement connu, qui s'appelle À propos d'un détail. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. De retour sur la RBS 91.9, vous êtes encore avec le Conseil des résidents étrangers qui vous propose son rendez-vous hebdomadaire de Strasbourg et d'ailleurs. Avec nous à l'antenne, Claire et Jessica, bonjour à vous. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter brièvement à nos auditrices et auditeurs et nous dire ce qu'est le mouvement français de la planification familiale et les objectifs que votre association se fixe? Du coup, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Jessica, animatrice au planning familial de Strasbourg. Et Claire, tout comme ma collègue, animatrice au planning familial de Strasbourg. Du coup, sur le planning familial, donc c'est un mouvement féministe et d'éducation populaire qui milite pour le droit à l'éducation, à la sexualité, à la contraception, à l'avortement, à l'égalité femmes-hommes et qui combat toutes les formes de violence et de discrimination. C'est actuellement le plus grand réseau associatif et militant à offrir des services en matière de santé sexuelle en France. C'est-à-dire accès à la contraception, au dépistage, et puis simplement à de l'information et de l'orientation, de l'accueil sur les questions de sexualité qui a toujours un S au planning. Historiquement, en fait, c'est un mouvement militant qui a été créé puisque pendant très longtemps, la contraception et l'avortement étaient illégaux en France. Et donc, c'est des militants et des militantes qui ont combattu pour qu'on puisse avoir accès à la contraception et à l'avortement dans une perspective d'égalité femmes-hommes, mais aussi de pouvoir être acteur, actrice de sa vie affective et sexuelle. À l'heure actuelle, ce mouvement est structuré en une confédération nationale qui réunit 20 fédérations régionales et qui est composée de 69 associations départementales autonomes présentes en France et dans les DOM-TOM, dont l'association départementale 67 du Bas-Rhin, celle qu'on représente aujourd'hui. Que représente le planning familial dans le monde et quel est son impact au niveau international? Alors, donc l'International, vous allez excuser mon anglais, mais l'International Planned Parenthood Federation, c'est du coup le montage international des mouvements de planning familiaux. C'est un réseau mondial de 151 associations. Et c'est la première ONG dans ce secteur, donc qui concerne les droits en matière de sexualité et de reproduction. Et qui milite pour qu'ils soient considérés comme des droits humains fondamentaux, sachant que le lobbying du coup s'exerce auprès des instances nationales, internationales, pour défendre les droits des femmes et l'égalité femmes-hommes, et que l'International Planned Parenthood Federation a des actions directement sur le terrain, donc d'éducation à la vie affective et sexuelle, soutient l'ouverture de centres de planification à travers le monde et l'accès à l'éducation et à la vie affective et sexuelle. Et nous avons la chance d'avoir à l'échelle locale une représentante, une militante du local, qui est devenue maintenant représentante à l'International Planned Parenthood Federation. Votre mouvement est avant tout un mouvement féministe. Pouvez-vous nous dire en quoi l'éducation à la sexualité sert les droits des femmes et qu'est-ce que ça englobe comme question l'éducation à la citoyenneté? Pardon, sexualité. C'est un problème de frappe. Du coup, tout d'abord, en fait, c'est important de rappeler qu'avec le planning familial 67, on propose des séances d'animation à la vie affective et sexuelle pour différents publics. Donc déjà, pour le public scolaire, donc de la primaire à l'université, mais on intervient principalement quand même au collège. On fait également des animations auprès de personnes en situation de handicap, dans les structures médico-sociales et par exemple à la maison d'arrêt de Strasbourg aussi. Donc en fait, ces animations, elles tentent de suivre une approche globale et positive, c'est-à-dire en fait qu'il ne s'agit pas de se limiter aux aspects biologiques et physiologiques, mais d'explorer les dimensions relationnelles, affectives et sociales de la vie sexuelle. Ces séances aussi, elles permettent d'ouvrir un espace de discussion, de pensée et de partage de connaissances autour de la vie affective et sexuelle, en s'appuyant notamment sur les connaissances des personnes rencontrées. Elles permettent également aux personnes d'acquérir des connaissances sur leur vie affective et sexuelle, d'acquérir les moyens de réduire les risques liés à la sexualité,
les grossesses non souhaitées, les IST, les violences et les droits dont elles disposent dans ce domaine, c'est-à-dire l'accès à la contraception, à l'IVG et les recours en cas de violence. L'objectif de ces séances, c'est vraiment de s'adapter au public, à ses connaissances, à son niveau de maturité, ses questionnements et de leur permettre d'être acteurs et actrices de leur vie affective et sexuelle. Par ailleurs, ces animations visent à lutter contre les injonctions qui sont liées au genre et à prévenir les différentes formes de violence. Du coup, c'est une lutte contre les inégalités et discriminations, et du coup, c'est pour ça que ça sert les droits des femmes. D'accord. Alors, est-ce qu'on doit, à votre avis, est-ce qu'on doit aborder les questions de sexualité à tout âge? Qui doit, ou alors qui peut le faire, et à quelles occasions on peut faire appel à vous? Alors plutôt que devoir, nous on a choisi de penser qu'on peut aborder les questions de vie affective et sexuelle à tout âge, à condition dans un premier temps d'être à l'aise avec cette thématique et avec le fait de l'aborder. On sait par exemple la difficulté que ça peut être d'aborder ces questions-là avec son propre enfant, ses propres enfants. L'idée étant de pouvoir aussi orienter vers des personnes qui sont à même de le faire si soi-même on ne se sent pas équipé en la matière. Souvent, ce qui est surtout important, c'est d'adapter les notions qui sont abordées, le vocabulaire et les outils à l'âge et au niveau de maturité des personnes concernées. Par exemple, les animations qu'on propose en primaire abordent principalement les questions des émotions, de leurs expressions, des relations, du consentement et du corps. Pour ce faire, on utilise des outils adaptés aux enfants, donc des jeux, des histoires, des poupées. L'idée étant bien de permettre d'accompagner un mouvement réflexif en fonction de là où il en est quand on arrive. Les parents et les professionnels peuvent nous solliciter par rapport à ces questions, à la fois simplement pour des conseils en matière d'outils ou de manière d'aborder les choses, mais aussi pour des animations plus concrètement au sein des structures. D'accord. Et en termes d'outils, quels sont les outils dont on peut disposer, qu'on peut vous demander pour... Alors, par exemple, on a la chance à Strasbourg d'avoir une splendide bibliothèque, puisque nous avons une militante bénévole qui était dans sa vie professionnelle bibliothécaire. Et on a énormément de livres à destination des enfants avec différents niveaux d'âge. On a également du coup des dessins, des schémas qu'on peut utiliser pour lancer une discussion. On va avoir des outils d'animation qu'on peut, entre guillemets, assez facilement transmettre pour permettre à d'autres personnes de s'en saisir. Voilà. Enfin, ça va être très très varié. On a vraiment une armoire pleine de techniques d'animation et 2 salles pleines de bibliothèques. Donc, il y a de quoi faire. Une éducation à la sexualité n'est-elle pas avant tout une éducation au respect, au consentement ? Alors, en tout cas, pour nous, le consentement, c'est le fondement de l'éducation en matière de sexualité, puisque lui seul permet une relation à l'autre qui soit attentive à ce que chacune des protagonistes peut vivre. Sachant qu'on a l'habitude de souvent présenter le consentement comme la règle d'or, voire même la seule règle en matière de sexualité dans nos animations, puisque au-delà de cela, chacun fait bien sûr ce qui lui plaît. D'accord, là il est peut-être temps, on va peut-être refaire une petite pause musicale. Mm-hmm. Alors je vous propose d'écouter une chanson qui est un peu en réponse à la précédente, mais qui est chantée, écrite et jouée par une de mes chanteuses préférées, chanteuse, même dans le pool chanteuse-chanteur, de toute façon je crois que c'est ma préférée, c'est Juliette Nourdine, et qui va chanter, qui chante ici l'Éternel féminin. Alors effectivement je pense qu'il faut comprendre le texte de façon très critique et voire même très ironique, mais c'est aussi quelque chose d'intéressant à écouter. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Alors bonjour à nos auditeurs et nos auditrices, vous êtes encore et toujours sur RBS 91.9 pour notre émission de Strasbourg et d'ailleurs, c'est l'émission du Conseil des résidents étrangers et des résidentes étrangères de Strasbourg. Alors ce dimanche, il est question du planning familial, un mouvement international qui a aussi sa déclinaison en France. Juste avant la pause musicale, nous parlions de sexualité et d'éducation à la sexualité, mais vous abordez aussi les questions de la contraception et de l'avortement. En quoi est-ce que ce sont des droits fondamentaux ? Alors, ce sont des droits fondamentaux en ce qu'ils sont inhérents à la possibilité et au droit à disposer de son corps pour les femmes, et du coup à la base de toute possibilité d'émancipation pour celles-ci. C'est-à-dire que si on envisage la possibilité de s'engager à égalité dans la sexualité, on envisage aussi la possibilité d'en assumer à égalité les conséquences possibles. Or, bien longtemps, ce qui s'est passé, c'est que
les femmes étant susceptibles de porter des grossesses, elles avaient, à assumer les conséquences d'une sexualité qu'elles avaient potentiellement choisie, sans que pour autant leur partenaire soit de la même façon convoqué à cette place. Et où du coup, la possibilité de gérer la survenue des naissances avec la contraception et avec l'avortement vient poser la possibilité pour les femmes d'avoir des trajectoires de vie qui ne sont pas interrompues ou dictées par des naissances qui n'auraient pas été programmées. C'est un droit qui, à l'heure actuelle, l'accès à la contraception et à l'avortement est acquis en France, mais qui reste toujours menacé. C'est-à-dire que Simone de Beauvoir disait très bien « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis, vous devrez rester vigilante votre vie durant. » Pardon. Alors, en France, quelles sont les démarches à effectuer pour accéder à l'avortement et y a-t-il des conditions différentes pour une majeure ou une mineure ? Alors du coup, la première étape, c'est une consultation médicale auprès d'un médecin ou d'une sage-femme. Alors généralement dans un centre IVG, donc en service de gynécologie, ou alors en cabinet, si le cabinet est conventionné. Du coup, lors de ce premier rendez-vous, les différentes méthodes sont présentées à la personne afin de lui permettre de faire un choix. Et une échographie réalisée afin de dater la grossesse. Alors c'est important de le rappeler, mais l'avortement est légal en France, à moins d'un changement à venir, jusqu'à 12 semaines de grossesse. Ensuite, il y a différents rendez-vous qui sont liés à la méthode choisie. Généralement 2 rendez-vous, plus un rendez-vous de contrôle 3 à 4 semaines après. Alors pour les personnes mineures, s'ajoute un entretien dit psychosocial avant la première consultation médicale. Donc cet entretien psychosocial, il peut être réalisé au planning familial de Strasbourg ou directement à l'hôpital. Par contre, pour les mineurs, la petite particularité, c'est que la personne doit être accompagnée d'une personne majeure de son choix. Alors durant les différentes étapes. Et ce qui est important de rappeler aussi, c'est qu'il n'est pas nécessaire en fait d'avoir l'autorisation des parents pour avoir recours à une IVG quand on est mineur. D'ailleurs, au planning familial, on accompagne parfois des personnes mineures qui en font la demande justement à l'hôpital. Important de rappeler également que l'IVG en France est 100% gratuit pour les mineurs et 100% remboursé pour les majeurs. Alors, sachant qu'au planning familial de Strasbourg, on accueille lors de nos permanences les femmes en demande d'IVG directement dans notre structure, mais on est également répondante au numéro vert d'information sexualité, contraception, IVG, le 0800 08 11 11, et où on est amené à orienter des femmes de la France entière par rapport à une demande d'IVG dans leur territoire. Du coup, on se rend compte qu'à l'heure actuelle, le droit, on disait tout à l'heure que c'est un droit qu'il faut toujours défendre, mais que même y compris en France, le droit à l'avortement est quand même attaqué. Donc, par qui ? Est-ce qu'il y a d'autres attaques encore plus graves ailleurs qu'en France ? Et comment réagir si on veut réagir contre ceux qui sont contre ? Vaste question. Alors le droit à l'avortement, il est en effet régulièrement menacé. On l'a vu ces dernières années en Europe, avec l'Espagne et beaucoup de mouvements qui ont du coup eu lieu de protestations suite à une tentative justement de réduire ce droit à l'avortement en Espagne. On le voit en Pologne avec aussi une forte mobilisation, et là plus récemment on le voit aux États-Unis avec certains États qui ont choisi d'adopter des législations les plus restrictives possibles, voire rendant quasi impossible le recours à une IVG. Ce qu'il faut rappeler par rapport à ça, c'est que le fait de rendre l'avortement légal ne change pas le fait que les femmes aient recours ou non à un avortement, ça change les conditions dans lesquelles elles y ont recours. À savoir que c'est même comme ça qu'en France, dans un premier temps, l'avortement a été légalisé. C'était une question de santé publique, avec environ 400 000 femmes qui recouraient chaque année à une IVG illégale, et du coup dans des conditions sanitaires parfois tout à fait douteuses, et ce qui résultait dans le décès d'un grand nombre d'entre elles. Donc c'est en fait au nom de la santé de ces femmes menacées par ces avortements illégaux que l'IVG a été rendue légale. Sachant que par qui il est menacé, alors les personnes ne déclinent pas forcément tout à fait leur identité, mais la plupart du temps on peut nommer des groupes politiques ou religieux qui mobilisent sur ces questions-là, alors notamment aux États-Unis, où les anti-choix en fait ont pignon sur rue, si j'ose dire.
sachant que c'est des mouvements qu'on voit partir et revenir par période, et même au niveau local en fait, parce que voilà, on peut avoir l'impression que c'est des menaces qui sont plus ou moins présentes, mais là par exemple au niveau local, il y a un groupe d'anti-choix qui a prévu un rassemblement samedi 22 juin à Strasbourg, sachant que bien sûr une contre-manifestation est prévue sur ce même événement. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut lutter? Ça va dépendre du type de stratégie. Actuellement, les anti-choix en France aiment beaucoup les stratégies numériques, parce que pendant quelque temps, ils ont pu se planquer derrière l'absence de légalisation en la matière, de législation, pardon. Mais sachant que le délit d'entrave numérique à l'IVG a été depuis créé, et donc c'est beaucoup de désinformation. On connaît certaines pages en fait comme ivg.net qui vont promettre les pires tourments à toute femme ayant recours à une IVG, et vraiment faire une campagne de désinformation en fait sur ce que c'est, sur les conséquences que ça a et sur comment les personnes peuvent insérer une IVG dans un parcours de vie, comment les personnes se sentent par la suite. Donc des informations, ça peut être une des stratégies, les manifestations, ça peut en être une autre. Je dirais que comment on lutte, en restant, comme le disait Simone de Beauvoir, vigilant, vigilante, et en n'hésitant pas justement à défendre ce droit. D'accord. Et du coup, il y a une information, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Est-ce que ça veut dire que qu'on interdise ou pas l'IVG, il y a toujours le même nombre de femmes qui auront recours à l'avortement, donc ça c'est vraiment une information aussi, c'est aussi un moyen. Le même nombre, c'est une excellente question. Il me semble que le nombre est plus réduit quand l'IVG est légal, en fait, que quand il est illégal, parce que souvent, là où l'avortement est illégal, il y a aussi peu ou pas de politique de santé en matière de planification et d'accès à la contraception et à l'information. Ouais. Faudra bien vérifier ce que je raconte, mais il me semble que sur les avortements, en tout cas en France, illégaux, ils étaient plus nombreux que ne le sont actuellement les avortements légaux. Oui, parce que du coup, j'ai déjà entendu pas mal de discours anti-IVG où ils disent que le légaliser, c'est inciter les femmes à le faire, quoi. Inciter les femmes à provoquer. Alors non, pas du tout. Au contraire, en fait, le légaliser, en parler et parler de sexualité et des risques en matière de grossesse, ça diminue le recours à l'avortement. Surtout que si on est sur une condamnation de l'avortement, le fait que ça passe par des filières non officielles, ça va aussi compliquer le fait d'avoir un chiffre en la matière. C'est-à-dire que les avortements illégaux, ça reste une estimation, là où les avortements légaux, on a des chiffres qui sont liés au centre IVG et qui sont renvoyés par les professionnels. Donc là, on est dans une précision complètement différente. Mais ce serait comme de dire que de parler de sexualité, ça encourage à avoir une sexualité. C'est-à-dire que c'est pas un discours qui va venir pousser la personne tout à coup à agir dans quelque chose, en fait. Mais ça va lui permettre d'avoir des informations à sa disposition qui peuvent lui permettre de faire des choix éclairés. Et respectueux. Respectueux. Quand on parle de consentement, par exemple, on gagne en respect par rapport à dans notre sexualité, par rapport au partenaire. Sans X et avec X. Avec ou sans X, on laissera les personnes choisir, justement. Ouais. Quelles sont généralement pour une femme les conséquences d'une grossesse non désirée et pour l'enfant également? Alors, en fait, cette question elle est un peu compliquée parce que c'est assez impossible de faire des généralités en la matière. En fait, tant les vécus sont différents d'une femme à l'autre et d'une situation à l'autre. Du coup, c'est vraiment très compliqué de se prononcer sur cette question-là, je trouve. Je sais pas. Ça dépend le contexte, ça dépend le partenaire, ça peut dépendre de plein de choses. Il y a vraiment beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte et du coup, parler des conséquences d'une grossesse non désirée pour la femme, pour l'enfant, c'est vraiment très compliqué. Ça peut bien se passer comme mal. Oui, on peut ça. Ouais. Mais du coup, on peut reposer peut-être la question un peu différemment. Est-ce que dans le cadre d'une vie de couple entre jeunes gens et jeunes personnes, s'il y a une grossesse non désirée, est-ce que l'homme a de plus en plus tendance à assumer sa place ou pas? Alors encore une fois, là, ça demanderait des études en sociologie et des études de terrain qu'on ne serait pas forcément à même de fournir. Nous, ce qu'on peut dire, c'est que dans nos permanences, en tout cas, on voit de plus en plus de jeunes hommes qui accompagnent leurs petits amis ou leurs amis dans nos permanences pour venir chercher une contraception, un renseignement, un dépistage, etc. Du coup, sur l'implication des hommes de manière générale, on a plutôt l'impression qu'effectivement, ça évolue dans le bon sens, mais sans avoir de chiffres en la matière.
Alors, le droit à l'avortement et à la contraception, c'est aussi pour les femmes le droit à une vie sexuelle active, et si elles le souhaitent, avec de multiples partenaires. Est-ce que sur ce point de vue aussi, est-ce que les choses ont évolué, au moins dans le vocabulaire? Parce que je précise ma pensée, c'est souvent, moi quand j'étais jeune, un garçon qui arrive à séduire beaucoup de filles, on appelait ça un Casanova, Don Juan et compagnie, des mots très positifs et des mots beaucoup plus négatifs concernant les femmes qui avaient le même comportement. Et je vais pas dire les mots parce que j'ai pas forcément envie de les dire, quoi. Alors en fait, effectivement, donc à l'heure actuelle, il existe quand même encore une double injonction qui repose sur les femmes en la matière. L'une ordonnant de ne pas avoir ou d'avoir peu de sexualité, car celle-ci, en fait, elle serait dégradante pour les femmes et amènerait son lot de jugement, même si et d'un autre côté valorisante pour les hommes, évidemment. L'autre injonction les baigne au quotidien du catalogue des pratiques qu'elles seraient censées avoir. Par exemple, on peut le voir dans les différents magazines féminins, pour faire plaisir à leurs partenaires et être dans la norme. Du coup, et par rapport à la question par rapport au vocabulaire, on voit au quotidien en fait que le vocabulaire il a pas vraiment changé, même si on voit quand même que on entend différents mots aujourd'hui qu'on n'entendait pas forcément il y a quelques années. Mais par exemple, on peut voir que l'insulte salope, elle a toujours pas son équivalent masculin, par exemple. Et on voit dans les animations scolaires, souvent les jeunes, ils nous disent beaucoup de mots pour décrire les sexualités, la sexualité. On entend souvent parler en ce moment du canard et du forceur qui ont fait leur arrivée là dans les animations. Et ça c'est du coup plus pour parler des garçons. Et pour les femmes par exemple, ce serait la tchouin ou la michetonneuse. Donc en fait c'est juste des nouveaux mots qui apparaissent dans le vocabulaire, mais ça décrit pour décrire les hommes et les femmes et notamment le rapport qu'ils peuvent avoir avec la sexualité. Des mots qui sont pas moins violents finalement. Ouais, exactement. Et qui restent sur cette même réalité que une femme ne peut pas avoir une sexualité, ne peut pas souhaiter avoir plusieurs partenaires sans que ça cache une autre motivation qui serait l'argent, puisque la plupart du vocabulaire sur les femmes à ce sujet-là revient à la question de la prostitution, c'est-à-dire qu'une femme qui a plusieurs partenaires, c'est une prostituée. Là où, par contre, on commençait à être nommé des dynamiques sur les questions de relations filles-garçons, femmes-hommes, qui posent question justement en matière de consentement, c'est-à-dire la question de faire pression sur l'autre pour avoir des rapports, qui apparaît de plus en plus en fait comme une dynamique classique entre guillemets que nous décrivent les jeunes. Et où, du coup, justement, la figure du forceur, alors je vais prendre la parole de ma place de vieille, mais pareil, qui était un mot qui n'existait pas quand moi j'étais jeune, c'est-à-dire la personne qui insiste lourdement, qui fait du chantage affectif à la réputation pour obtenir des rapports sexuels. Et où, dans ces situations-là, la question du consentement de la personne, justement, est intéressante à revisiter, à questionner, puisque un oui est exprimé, et un rapport s'ensuit. Est-ce que cette personne, elle a souhaité ce rapport? Est-ce que ce qui l'en a motivé, c'est pas plutôt d'en éviter les conséquences négatives? Point d'interrogation, parce qu'encore une fois, le vécu des personnes va être très différent d'une personne à l'autre, quoi. Ouais, mais dans le cas d'un chantage affectif, ou quelle que soit la forme d'un chantage, c'est pas tout simplement un viol, en fait? Excellente question. Moi, je pense que je laisserai aux personnes concernées le soin de définir ce que c'est ou ce que c'est pas. Mais en tout cas, pour moi, ça pose question sur cette notion de consentement. Il y a une jeune fille qui a publié sur Facebook la semaine passée justement un peu tout ce qu'on pouvait recenser en fait en tant que viol, et c'était justement, on parlait de chantage affectif, on parlait d'un non qui se transforme en oui, enfin toutes ces choses-là que finalement on trouve anodines et puis qui ne le sont pas, donc j'ai trouvé ça intéressant. Je sais plus exactement qui a fait ça, mais ça a tourné un petit peu sur les réseaux cette semaine. D'accord, j'ai pas encore vu ça. Mais nous, on a par exemple monté une animation qu'on propose en milieu festif autour de, je sais pas si vous avez vu, il y a une vidéo qui a beaucoup tourné il y a quelques années sur le consentement, c'est simple comme une tasse de thé. Oui. Voilà. Alors qui faisait l'analogie du coup entre proposer une tasse de thé et proposer un rapport sexuel, et qui posait au final la question de pourquoi c'est tellement compliqué en matière de sexualité de comprendre le consentement, là où quand il s'agit d'une tasse de thé, on saisit immédiatement que une personne qui dort ne veut pas d'une tasse de thé, qu'une personne
peut vouloir un thé, et puis le temps que vous fassiez bouillir l'eau, etc., changer d'avis, vous n'allez pas forcer cette personne à boire du thé. Vous n'allez pas vous énerver parce qu'une personne ne veut pas de thé. Vous n'allez pas menacer cette personne, justement, affectivement, en la matière. Et du coup, nous, on a monté une animation où l'idée, c'est que les gens, littéralement, nous servent le thé. C'est-à-dire, essayent de faire attention à notre consentement tout au long des étapes, dans l'idée de concrétiser cette question du consentement, parce qu'on a l'habitude de l'évoquer de manière très théorique, mais sans forcément expérimenter où est-ce qu'on va le chercher, ce consentement, comment il peut s'exprimer ou ne pas s'exprimer, comment je fais face à une personne qui ne l'exprime pas, parce que justement, le consentement enthousiaste est facile à lire, oui, je veux, mais quand il y a un silence, comment on réagit? Quand une personne ne parvient pas à exprimer clairement ses choix, ses positionnements, comment on réagit en face pour ne pas faire violence à l'autre? Donc voilà, c'est toutes ces questions-là qu'on espère soulever avec cette animation qui jusque-là a des retours très positifs et qu'on proposera notamment lors des Festigués le 15 juin sur le stand du planning familial. On parlait des femmes avec une sexualité active. Justement, aujourd'hui, est-ce que c'est pas sans risque? On parle beaucoup de la culture du viol à notre époque. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est? Oui, alors c'est peut-être juste important de rappeler que c'est pas parce que on est actif sexuellement, ce n'est pas le fait d'être actif sexuellement qui expose au viol. Après, effectivement, c'est important peut-être de parler, de définir un petit peu la culture du viol, savoir concrètement de quoi on va parler. Alors la culture du viol, en fait, c'est un concept sociologique. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler là ces dernières années. Alors ça va être la culture du viol, ça va être un peu toutes les idées reçues qu'on va avoir sur les violeurs, les victimes de viol et les viols en question. La culture du viol, en fait, elle est utilisée pour qualifier un ensemble de comportements et d'attitudes partagés au sein d'une société donnée qui minimiserait, voire encouragerait le viol. La culture du viol, elle fait aussi référence au contexte social où ces faits ont lieu et dans lequel prévalent des attitudes et des pratiques tendant à tolérer, excuser, voire approuver le viol et un processus global de domination. Par exemple, en fait, les idées reçues qu'on va entendre, par exemple, sur les victimes de viol, c'est que ça va arriver, par exemple, juste à un certain type de femme, dans un type de contexte et uniquement aux femmes, alors qu'on voit bien que il n'y a pas seulement les femmes qui sont exposées, qui sont victimes de viol. On voit aussi qu'il y a des hommes qui sont victimes de viol. Des exemples encore plus concrets, par exemple, on voit dans les films, par exemple, les baisers forcés. On les voit dans les séries, dans les films. L'inversion de la responsabilité aussi, que c'est pas la faute de l'agresseur ou du violeur, mais que finalement c'est peut-être un petit peu la faute à la victime aussi, parce qu'elle a sa part de responsabilité. C'est aussi des idées reçues qu'on peut avoir. Par exemple aussi l'impunité juridique et sociale des agresseurs sexuels, tous les mythes qu'on peut avoir sur le viol et les représentations erronées autour des violences sexuelles, le lien entre les inégalités sociales et les violences sexuelles, et enfin les contraintes et violences rencontrées par les femmes dans leurs interactions sexuelles avec les hommes. Et ce qui est important de rappeler aussi, c'est que nous baignons toutes et tous dans cette culture du viol, et que la question qui est importante de se poser aussi, c'est à qui ça sert la culture du viol. Malheureusement, elle sert en fait surtout aux agresseurs et aux violeurs. Et parce qu'en fait, d'une part, ça va faire culpabiliser les victimes et ça va invisibiliser les violences. Voilà. D'accord. On parle justement des violences. Quelles sont les formes de violences faites aux femmes en France à l'heure actuelle ? Elles sont multiples, on pourrait les dénommer par catégorie. Donc elles peuvent être physiques, elles peuvent être psychologiques, elles peuvent être sexuelles, elles peuvent être financières. C'est protéiforme, les violences, souvent ça peut s'inscrire dans un continuum. Donc il y a rarement une forme de violence présente sans une autre. Par exemple, les violences physiques sont rarement présentes seules. Généralement, là où il y a une violence physique, il y a la violence psychologique, voire violence sexuelle. Sachant que, on le disait, c'est important de rappeler que les violences ne connaissent pas de limites sociales, de classe, de couleur de peau, de milieu. C'est quelque chose qui concerne toutes les personnes dans la société, vu qu'on baigne tous dans cette culture qu'on a nommée auparavant. Alors les chiffres font toujours un peu peur, mais par exemple en moyenne, le nombre de femmes âgées de 18 à 75 ans, qui au cours d'une année sont victimes de violences physiques et ou sexuelles commises par leur ancien ou actuel partenaire,
est estimé à 219 000 femmes. L'auteur de ces violences est le mari, le concubin, pacsé, le petit ami, ancien ou actuel, cohabitant ou non avec la victime. Sachant que 3 femmes victimes sur 4 déclarent avoir subi des faits répétés. Et 8 femmes victimes sur 10 déclarent avoir également été soumises à des atteintes psychologiques ou à des agressions verbales. Donc là, on est sur les questions des violences qui peuvent se jouer au sein d'une relation, sachant que ces violences peuvent aller jusqu'à ce qu'on appelle le féminicide, donc jusqu'au meurtre. En 2017, 130 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire intime, officiel ou non officiel, sachant qu'on est aujourd'hui pour l'année 2019 à 62 femmes tuées par un partenaire ou un ancien partenaire. À ce chiffre, on peut comparer celui pour 2017 des hommes. 21 hommes ont été tués par leur partenaire ou ex-partenaire intime. 25 enfants mineurs sont décédés, tués par un de leurs parents dans un contexte de violence au sein du couple. Donc, à l'heure actuelle, 86% des victimes sont des femmes. Et on estime à l'heure actuelle le nombre de femmes âgées de 18 à 75 ans qui, au cours d'une année, sont victimes de viol ou de tentatives de viol à 94 000. Sachant que dans 91% des cas, ces agressions sont perpétrées par une personne qui est connue de la victime, contrairement aux représentations qu'on peut avoir là-dessus. Et dans 47%, c'est le conjoint ou l'ex-conjoint qui est l'auteur des faits. Seuls 12% des victimes, suite aux tentatives ou aux viols qu'elles ont subis, vont porter plainte. Et c'est là où on pose aussi la question du système judiciaire et de l'accueil de la parole des femmes et des hommes victimes de violences sexuelles, puisque ce chiffre, il n'est pas sans lien avec la difficulté que ça peut être pour les femmes, le parcours judiciaire pour dénoncer une violence sexuelle et pour l'impunité souvent juridique des auteurs de violences. On a souvent des cas qui défraient la chronique où tout à coup une histoire vient illustrer cette impunité avec une personne qui, pour un fait de violence sexuelle, va avoir une condamnation qui paraît presque ridicule au vu des faits reprochés. On a aussi en tête sur les questions de la législation la question des âges et de l'âge auquel on peut être considéré comme ayant consenti ou non. Une des difficultés juridiquement, c'est qu'en fait, pour qu'un acte soit considéré comme un viol, il va falloir pour la victime démontrer qu'il y a eu surprise, coercition, menace. Je crois que j'en oublie un. Il y a encore une condition. Surprise, coercition, menace. En tout cas, caractériser ce qui fait que le consentement n'a pas pu être recueilli dans cette situation. Et donc, il y a eu notamment récemment des affaires avec des jeunes filles, principalement de 11 ans, de 12 ans, qui ont été considérées comme consentantes dans des rapports avec des hommes de 28, 32 ans. C'est une question qui est à l'étude au niveau du gouvernement, avec la question de la création d'une majorité sexuelle qui serait, en fait, comme dans des pays anglo-saxons, une limite, c'est-à-dire qu'en dessous de cet âge, il ne serait pas possible pour la personne d'être considérée comme pouvant avoir consenti à un rapport. Cette question, elle pose derrière la question de rendre illégale la sexualité des personnes en dessous de cet âge-là, ce qui du coup aurait un effet sur leur capacité à venir chercher des renseignements et des moyens de se protéger en matière de sexualité, et sur leur capacité aussi à pouvoir aborder ces questions-là avec des adultes sans craindre en fait d'être hors la loi. Du coup, c'est une question complexe et à suivre sur la manière dont le gouvernement choisira de légiférer en la matière. Sachant que, alors sur cette question des violences, c'est important aussi de le dire, donc le planning familial de Strasbourg, c'est définitivement un endroit où on peut venir parler de violences. On propose notamment un groupe de parole pour femmes victimes de viol et de viol par inceste, auquel on peut alors s'inscrire, parce qu'il y a malheureusement à l'heure actuelle une liste d'attente, et un deuxième groupe serait potentiellement en création dans les temps à venir. D'accord. Alors, au Conseil des résidents étrangers et des résidentes étrangères, nous, on a un groupe qui est dédié aux droits des femmes. Alors, ce groupe a produit en collaboration avec la CIMAD, ils ont produit un dépliant à l'adresse des migrantes victimes de violences. Alors, on vous a transmis le truc. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce document ? Alors déjà, je trouve que l'initiative est très chouette. Ce que moi j'ai pu apprécier, en tout cas dans le dépliant, c'est le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de texte.
parce que généralement les dépliants, il y a beaucoup de textes, les personnes ne lisent pas forcément. Et le fait aussi qu'il y ait beaucoup d'images, je trouve que du coup ça permet d'illustrer les propos. Donc ça j'ai trouvé assez intéressant. Et aussi je l'ai trouvé chouette à la fin que il y ait les différentes personnes à contacter et les numéros d'urgence aussi pour les personnes. C'est important de le rappeler effectivement que il y a des partenaires, il y a des personnes vers qui on peut aller. Quand on a un souci, quand on a été exposé à des violences. C'est important effectivement de dire en tant qu'association parfois effectivement on peut pas tout faire et c'est important parfois de pouvoir passer le relais aussi. Donc les numéros à la fin sont vraiment appréciables. Vous avez été cité, je crois en plus. Oui, on était cité dans la catégorie santé. Alors c'est peut-être ça aussi où on n'est pas que sur l'aspect santé, à moins d'entendre la question de la santé sexuelle dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on est là en santé de la personne, on va dire. Mais des recours qui étaient très très chouettes. Des ressources pour les personnes, parce que un des effets des violences, ça peut être justement de créer quelque chose d'un isolement de la personne qui peut souvent avoir l'impression d'être la seule personne dans cette situation et avoir l'impression, parfois portée aussi par l'auteur des violences, qu'il n'y a pas de recours, que c'est une situation qui ne bougera pas, qui ne pourra pas bouger et de laquelle on ne peut pas sortir. Ça fait partie souvent des stratégies des auteurs de violences, en fait, de donner l'impression à la personne, alors déjà, globalement, qu'elle ne vaut rien, que ses tentatives ne valent rien, mais aussi que elles échoueront de toute façon et qu'il n'y a pas d'espoir à avoir dans cette situation. Là où, en fait, on sait bien que, et votre dépliant le rappelle bien, que la loi protège ces personnes et que la loi dénonce ces violences et que ces personnes, elles ont des droits qu'elles peuvent faire appliquer et qu'on peut les protéger. Et ça, c'est hyper important de leur donner ces recours-là, quoi. Et du coup, est-ce que dans votre permanence, vous accueillez des femmes justement victimes de violences, mais qui sont pas, qui maîtrisent mal peu le français, qui sont arrivées depuis peu ou... Tout à fait. Alors, à savoir qu'au planning, on s'adresse en priorité de manière gratuite et confidentielle aux femmes jusqu'à 21 ans. Au-delà de 21 ans, sur les questions médicales, il peut y avoir une participation des femmes, mais aussi aux femmes sans couverture, en fait, sociale. On reçoit des femmes alors qui viennent d'arriver, sont arrivées il y a quelques mois, sont plus ou moins dans une situation stabilisée, avec l'aide parfois de Migration Santé Alsace sur la traduction, mais aussi beaucoup des compétences qu'on peut avoir en langue à l'interne, et aussi parfois de Google Translate quand le besoin s'en fait sentir, alors ce qui est approximatif mais qui permet au moins déjà d'établir une première communication. D'accord. Pour celles et ceux qui voudraient vous accompagner, quels sont les moyens de soutenir votre action ? Alors déjà, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. On a une page Facebook, le planning familial 67. Déjà, vous pouvez aller liker la page et suivre notre actualité directement sur la page. Ensuite, on a également une chaîne YouTube, pareil, le planning familial 67, où il y a un certain nombre de vidéos qu'on peut visionner, assez intéressantes. Je vous laisserai regarder. Ensuite, on a depuis peu une page Instagram qui s'appelle J'aime ma vulve, qui a été lancée au sein du planning familial 67 par des bénévoles. Un groupe justement au sein du planning familial qui est constitué de bénévoles qui s'appelle Comme Action. Donc elles sont à l'initiative de cette page Instagram. Et sinon, après, plus concrètement, pour nous soutenir, vous pouvez déjà adhérer à l'association aussi, prendre du coup une carte de membre, faire un don aussi au planning familial 67, mais également justement rejoindre le groupe Comme Action dont je parlais tout à l'heure, un groupe qui est constitué de bénévoles. Si vous avez vraiment envie de vous impliquer plus activement, de vous former justement sur les différentes questions, contraception, IST, violence, et de faire des actions peut-être un peu plus concrètes. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter. Sachant que, comme dans toute association, pour les bénévoles, le bénévolat, ça peut recouvrir plein de choses diverses et variées en fonction de l'investissement que les personnes ont envie de mettre dans l'association, du temps qu'elles ont à disposition. Donc voilà, ça peut être le fait de se former sur les animations, mais aussi de l'administratif, aider à tenir la magnifique bibliothèque dont on parlait plus tôt. Ça peut, en fonction des compétences. On a aussi la chance d'avoir dans nos militantes une illustratrice qui a travaillé sur beaucoup de campagnes, dont la campagne J'aime ma vulve qu'on retrouve sur Instagram, qui est pleine d'informations absolument formidables. Donc Marion Dubois, du coup, on va la nommer, puisqu'elle a son Instagram à elle aussi qu'il ne faut pas hésiter à suivre.
Et sachant, quand on dit suivre nos actions sur les réseaux sociaux, alors c'est pas uniquement sur l'idée de collecter des likes ou des j'aime, mais on organise régulièrement des soirées de discussion, de réflexion, des événements, des manifestations aussi. Alors on disait c'est important de lever la voix sur certaines questions et d'être là pour montrer qu'il y a une opposition. Donc c'est un bon moyen de savoir à quel sujet est-ce qu'on râle ces derniers temps. Et puis de pouvoir participer aux manifestations desquelles on se sent concerné. Et pas hésiter aussi simplement si la question vous intéresse à venir nous rencontrer sur un stand ou directement au planning familial, donc rue du 22 novembre, on est voisins de RBS, pour venir discuter justement de ce que ça pourrait être une implication au sein du planning familial. D'accord. Est-ce qu'on peut juste faire un petit rappel de l'événement, de la contre-manifestation Alors, ça aura lieu le 22 juin. Et du coup, il y aura des informations sur les réseaux sociaux, parce que je vous avoue que je les ai pas toutes en main aujourd'hui, toi non plus. Le 15, il y aura plus d'informations. Oui, je pense le 15, le 15 juin, donc oui, il y a le village associatif des Festigués. On aura sans doute à ce moment-là l'information de qu'est-ce qui se passe, à quel endroit et comment. D'accord. Est-ce qu'il vous semble que nous ayons oublié un ou des points qui vous semblent importants ? Alors moi, il y a une notion que j'aime beaucoup, qu'on aborde au moins une fois en animation, c'est la question de plaisir, parce que voilà, on a parlé aujourd'hui de choses très sérieuses en matière de sexualité. L'idée aussi au planning familial, c'est toujours de rappeler que la sexualité, ça reste un domaine de désir, de plaisir, et que même si on peut parler des choses très sérieuses qui l'entourent, c'est cette dimension-là quelque part qui, on l'espère, prévaut pour les individus au quotidien. Je te rejoins. Bon, eh bien, nous vous remercions de bien avoir voulu répondre à nos questions. Au revoir Claire, au revoir Jessica, à bientôt. Un petit rappel, donc n'oubliez pas le Loving Day, mercredi 12 juin 2019 de 18h30 à 23h30 au Grincheux. Notre émission touche à sa fin. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure pour De Strasbourg et d'ailleurs sur RBS 91.9. N'oubliez pas de liker notre page Facebook et tout de suite nos amis d'Africa Move.